I need to. On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome all of you who are here this morning for this hearing. Can I just check whether the state is receiving interpretation to French? Are you hearing me translated to French? Good. This morning's hearing, and I'm chairing this hearing in the context of my role as rapporteur on women, looks at the situation of women in Haiti. I want to warmly welcome the petitioner who is here to assure you that the Commission is very open and willing to hear what you have to say this morning, and we're pleased that you have come today. I welcome also the Minister who has been with us for the morning, Ambassador Boshid Edmonds, who we are accustomed to seeing, and the entire delegation. Normally, we proceed by giving you a chance to share with us your thoughts, about 20 minutes. You may see me signal when the minutes are left so that you'll have a sense of how much time you have to go, and then the representatives of the state will have an opportunity to respond. We look forward to hearing what you have to say. Can I invite you to also introduce yourself to us? There have been a number of organizations who wanted to have this hearing. The Commission has had a very keen interest in the position of women in Haiti. We have issued reports on this question, the security of women. There are still in force precautionary measures to safeguard the rights of women and girls living in camps against sexual violence. We have a vested interest in this issue. Can I invite you to speak for about 20 minutes? Honorable commissaire de la CIDH, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Commission interaméricaine des droits humains, distingués désignés représentants de l'État et Mesdames les co-présentatrices de l'audience sur la situation générale des droits de la femme en Haïti. Il est donc l'honneur pour nous, dirigeant de la cellule de défense des droits de la femme, de vous présenter nos situations et nos remerciements bien mérités pour l'organisation de cette audience qui nous offre aujourd'hui l'opportunité de faire écouler nos insatisfactions par rapport au viol, la famine, l'incertitude totale dont nos femmes subissent depuis quelques années. La CEDEDROFEMMES est une cellule qui travaille dans le domaine des droits humains avec des victimes de viol en vue de les aider à rétablir leur santé et récupérer leur dignité. Il est important pour nous, femmes de la communauté haïtienne, de chercher des solutions durables aux problèmes que confrontent nos familles. D'où la nécessité pour nous de trouver des tribunes de peur que nous puissions décrire les cas de viol et d'abus pour subir les femmes de la communauté haïtienne depuis ces 5 dernières années. Les handicapés qui violent notamment nos droits et qui nous empêchent normalement de jouir notre liberté, comme énoncé la Déclaration universelle des droits de l'homme relative au respect et la liberté de l'homme et de la femme.
C'est ce qui nous a intéressés de demander cette audience auprès de la CIDH. La pauvreté, l'insécurité, l'abus sexuel ne sont que des violations des droits de la femme sur le territoire haïtien, une pratique détruisant la vie des familles haïtiennes. La situation des femmes en Haïti, qui est en train de s'aggraver suite à la nouvelle stratégie des membres de gangs armés qui menacent de faire tuer en cas qu'elles auraient désobéir leurs ordres. Ce qui endommage beaucoup plus la situation économique et sociale dans toute la communauté haïtienne et qui d'ailleurs entraînait directement une violation à la vie lorsqu'on analyse la valeur extrême du respect, la femme et le commerce dans la vie métropolitaine ou nationale. La population haïtienne dépend à 80% du commerce, qu'il soit formel ou informel. En fait, on trouve dans une famille de 7 ou 8 personnes, seule la mère a une activité particulière pour en prendre soin du reste de la famille. Disons, donner à boire et à manger et payer les frais d'écolage des enfants, etc. D'une manière générale, on n'a pas besoin d'être expert pour définir que les femmes ont une importance capitale dans leur foyer en Haïti. Après la pratique de viol que nos femmes et nos fillettes qui ne s'arrête jamais, cette pratique de transport d'armes à point et de munitions qui vient d'être installée par les membres de gangs armés partout dans le pays est en train de ronger le fonctionnement dans tous les secteurs de la communauté haïtienne. Comment est-ce que cela se fasse? Les membres de gangs armés forcent les petits commerçants à transporter leurs armes à point et à aussi leurs munitions de manière à ce que la police ou la ministère ne les intercepte pas en cas de fouille. Et ils regagneront ces armes là en dehors de leur cité d'origine, soit au centre-ville ou au Carrefour Chada, zone de la Plaine. Ce sont souvent ces hommes-là qui tuent, blessent et kidnappent les citoyens et citoyennes de toutes couches de la société haïtienne et même parfois des étrangers. C'est une situation qui mérite l'attention car on ne doit pas laisser que des gens vivent dans cette pareille condition qui est naturellement inacceptable. Prenons donc le cas de Madame Esperanta Fils-Aimé qui a été kidnappée, violée et lâchement assassinée dont le corps a été jeté en mer le 14 août 2005 à Cité-Soleil par des bandits armés, partisans de partis politiques, la Valace, l'Espoir. Jusqu'à présent, rien n'est dit que son fils et sa fille puissent trouver la justice de leur maman qui représentait presque tout pour eux. Il est clair que notre système de justice ne fonctionne pas dans le sens que nos droits puissent être protégés, car la police, son auxiliaire, se plaignent toujours de ne pas procurer des moyens lui permettant d'arrêter surtout les bandits armés et proches de pouvoir. Nous demandons à ce que quelque chose se fasse
pour le respect des droits de nos femmes. Merci. Thank you very much. We appreciate your presentation. Can I invite the state minister or any other representative to respond? Merci, mais dans ce cas, merci beaucoup pour l'intervention. Mais dans ce cas, je vais quand même donner la parole à la représentante du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, justement qui est venue apporter des clarifications par rapport au progrès qui se fait au sein de ce ministère pour faire respecter les droits des femmes en Haïti. Merci, Madame la vice-présidente. Merci Madame la ministre et honorables membres de la CIDH et chers pétitionnaires et puis et chers participants. Chères participantes, et avec l'autorisation de la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre l'extrême pauvreté, je vais essayer de retracer certaines avancées en matière de droits des femmes enregistrées en Haïti au cours de ces 2 dernières décennies. Je peux dire que depuis la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en 1994, nous observons des avancées systématiques en matière de droits des femmes. Les premières avancées en matière de droits des femmes concernent l'élimination justement des violences faites aux femmes et aux filles et problèmes sociaux que la pétitionnaire vient de soulever. Je dois dire que l'une des préoccupations du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes depuis sa création a été la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc on peut dire qu'il y a une systématisation de la réponse nationale en matière et de lutte contre les violences faites aux femmes et je vais essayer d'énumérer certaines mesures prises en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'une des premières mesures, je veux dire l'une des avancées les plus marquantes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes a été la création de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Au départ, la concertation nationale était une structure tripartite qui regroupait l'État, les organisations de la société civile et les agences de coopération internationale. La mission de la concertation nationale consistait au tout début à harmoniser et coordonner la réponse, toutes les initiatives nationales en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc de dégager une synergie dans les initiatives nationales en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai dit tout à l'heure que la création de la concertation marque un tournant majeur dans la lutte contre les violences faites aux femmes parce que tous les documents de prise en charge et d'accompagnement des femmes victimes de violences ont été élaborés par la concertation nationale. Donc Haïti dispose aujourd'hui de beaucoup d'outils en matière de prise en charge et d'accompagnement des femmes victimes de violences, outils qui ont été élaborés par la concertation nationale. Et en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, Haïti est en train de mettre en œuvre actuellement son 2e plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan national de lutte tient lieu actuellement de politique publique en la matière. Donc il y a eu un premier plan national de lutte qui a été mis en place, qui a été expérimenté entre 2005 et 2011. Maintenant, le 2e plan national de lutte est en application et va arriver à terme et s'étend sur la période 2012-2016. Et autre avancée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la promulgation du décret du 11 août 2005. Ce décret élève le viol au rang de crime. Avant, le viol était considéré comme une atteinte à l'honneur et dépénalise et aussi l'adultère des femmes. Et beaucoup de condamnations pour viol. Depuis la promulgation de ce décret, on a observé beaucoup de condamnations pour viol. Et ces condamnations pour viol ont été prononcées sur la base de ce décret, du décret du 11 août 2005. Autre avancée majeure, c'est la création des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. La toute première maison d'hébergement qui a été implémentée, ça a été la ministre peut très bien parler, c'est la maison Yvonne Hakim Rimpel, qui a été détruite par le tremblement de terre. Mais après le séisme, dans la réponse à l'urgence, l'une des questions qui a été adressée justement, ça a été l'implémentation de d'autres centres d'hébergement. Maintenant, je peux dire qu'il existe
à date 5 centres d'hébergement qui existent dans le nord, dans le sud, dans le sud-est et l'autre dans les NIP. Donc, il y a 5 centres d'hébergement et pour femmes victimes de violences. Bien entendu, il y aura d'autres centres d'hébergement qui vont être ouverts et progressivement. Et l'autre avancée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la sensibilisation des populations. Le ministère à la condition féminine mène systématiquement des campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes sexistes et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces campagnes sont menées notamment au niveau des écoles, parce qu'on a les données dont nous disposons indiquent que les petites filles, les filles sont plus vulnérables au phénomène de la violence faite aux femmes. Donc le ministère a décidé de cibler les écoliers et écolières à travers ces campagnes de sensibilisation. Autre avancée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'adoption de protocoles de collaboration avec les autres entités de l'État qui sont directement concernées par la problématique des violences faites aux femmes. Je peux citer par exemple le protocole de collaboration avec le ministère de la Santé publique sur l'octroi et la gratuité du certificat médical. Il y a le protocole de collaboration avec le ministère de la Justice sur l'acceptabilité du certificat médical comme mode de preuve dans le système judiciaire haïtien. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a autant de mesures qui ont été prises en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Un élément important qu'il faut souligner, ça a été la tenue récemment d'un colloque international sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est un colloque international, comme je l'ai dit, auquel ont pris part des spécialistes du Brésil, du Canada, des États-Unis, de la République dominicaine, du Guatemala, etc. Ce colloque nous a permis notamment au ministère à la condition féminine de dégager les éléments de base, les éléments qui vont servir de base à l'élaboration d'une politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant, comme je vous l'ai dit précédemment, les plans nationaux de lutte qui sont en phase d'expérimentation tiennent lieu de politique publique, mais on avance vers l'élaboration d'une politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, ce sont là les mesures qui ont été prises en compte pour faire face en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Et je dirais qu'un élément important à souligner, c'est qu'il n'existe pas d'épidémie de viol en Haïti. Non, les données dont dispose le ministère à la condition féminine, les données produites par la concertation nationale n'indiquent pas que le viol est utilisé systématiquement comme arme de répression des femmes, comme ça peut exister dans d'autres pays. Les données dont nous disposons font état les violences faites aux femmes existent comme dans tout autre pays et la forme la plus répandue de violences faites aux femmes, ce sont les violences conjugales. Mais le viol n'est pas utilisé comme une arme pour terroriser les femmes, pour terroriser les populations. Donc il n'existe pas d'épidémie de viol en Haïti selon les données dont nous disposons. Autre avancée majeure en matière de droits des femmes, ça a été la révision des textes de loi discriminatoires. Ainsi, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a déposé en 2007 3 avant-projets de loi. Le projet de loi sur la paternité, la maternité et la filiation, le projet de loi sur les unions consensuelles et le projet de loi sur le travail domestique. Les projets de loi sur le travail domestique et celui sur la paternité, la maternité et la filiation ont été votés par le Parlement et attendent d'être promulgués par l'exécutif. Je sais que la ministre a entrepris un plaidoyer en Conseil des ministres en faveur de la promulgation de cet avant-projet de loi et que le chef de l'État s'est engagé à les faire promulguer. Et est-ce qu'il est nécessaire de faire un ramassé sur ces avant-projets de loi, de dire en quoi ils consistent? Non. Ok. Ok. Le projet de loi est sur le travail domestique accorde une attention et le projet de alors il y a quelque chose que j'ai omis de mentionner préalablement dans la réponse à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est que actuellement Haïti travaille sur une loi cadre sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Ça a été un processus initié après le tremblement de terre du 12 janvier. Cet avant-projet de loi prend en considération toutes les formes de violences faites aux femmes, que ce soit les violences conjugales, que ce soit le harcèlement sexuel,
sexuelle, que ce soit la traite et le trafic des femmes, que ce soit la stérilisation forcée, le harcèlement sexuel, toutes les formes de violence sont prises en compte dans cet avant-projet de loi. Et cet avant-projet de loi définit de façon claire et précise et accorde une attention particulière, je veux dire, aux femmes, aux catégories de femmes qui sont les plus exposées aux violences. Par exemple, les travailleuses domestiques, les prostituées, les filles et les adolescentes. Donc, il y a une attention systématique à ces catégories de femmes. Donc, en résumé, et cet avant-projet de loi prévoit aussi la création de structures spécialisées pour la prise en charge des femmes victimes, pour la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et par exemple, cet avant-projet de loi prévoit la création de tribunaux spéciaux sur les violences faites aux femmes et aux filles, comme ça existe dans d'autres pays de l'Amérique latine ou le Brésil, par exemple. En résumé, cet avant-projet de loi vient renforcer et dynamiser la réponse nationale en matière de lutte contre les violences faites aux femmes qui s'est systématisée au cours des années. Pour ce qui concerne la loi sur le travail domestique dont j'en ai parlé tout à l'heure, cet avant-projet de loi permet d'éliminer la discrimination dont les travailleurs et les travailleuses domestiques ont été l'objet dans le Code civil haïtien et permet donc aux travailleuses et aux travailleurs domestiques d'avoir un traitement égal à celui des autres catégories de travailleurs et permet donc aux travailleuses, aux travailleurs domestiques qui sont en majorité des femmes d'avoir accès à un congé maternité payé, d'avoir accès à la formation, à l'éducation, d'avoir droit au repos, d'avoir droit au boni. Cet avant-projet de loi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été voté par le Parlement et attend d'être promulgué par l'exécutif. La loi sur la paternité et la maternité, en essence, vient éliminer la hiérarchisation qui existait en Haïti entre les enfants issus des unions dites issus du mariage et les enfants qui sont nés en dehors des liens du mariage. Donc, cette loi vient éliminer cette discrimination et permet à un enfant qui est né d'une union dite illégitime, entre guillemets, je dis bien, d'être reconnu par ses parents et de bénéficier de toute l'attention nécessaire en vue de son épanouissement. Donc, pour ce qui concerne l'éducation, je ne vais pas aller plus loin. Je dois dire que, étant donné que l'accès à l'éducation constitue une des priorités de l'actuel gouvernement, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en fonction de sa mission transversale, travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, non seulement pour favoriser l'accès des filles à l'école à égalité avec les hommes, mais aussi pour renforcer le système éducatif haïtien en mettant en place un système éducatif non sexiste. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs protocoles de collaboration qui ont été signés avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation nationale en faveur d'une éducation non sexiste. Il y a aussi des bourses qui sont, ça c'est en termes de mesures spéciales, de mesures spécifiques si vous voulez. Il y a des bourses qui sont octroyées aux filles, aux adolescentes issues des familles monoparentales. Il y a aussi des programmes visant l'insertion des filles dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux garçons, aux hommes. Et l'une des avancées majeures, je peux dire, actuellement, c'est l'intégration des études féministes à l'université. Donc, on est en train de créer ce qu'on peut appeler d'institutionnaliser les études féministes et d'institutionnaliser les études féministes. L'autre élément important en faveur de l'accès à l'éducation, par exemple, c'est l'appui qui est accordé aux recherches scientifiques sur les rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire les femmes qui sont intéressées à produire des recherches sur les rapports sociaux de sexe bénéficient d'un appui. Et je l'ai dit tantôt, il y a aussi autre avancée, ce sont les campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes qui sont menées dans les écoles et qui sont menées dans les écoles et qui permettent de créer une éducation non sexiste, une éducation de qualité. Donc, je peux dire que Haïti est sur la bonne voie en ce qui concerne les droits, la promotion et la défense des droits des femmes et des filles. Donc, je vais vous énumérer certaines perspectives en ce qui concerne la promotion et la défense des droits des femmes. Par exemple, c'est l'élaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Haïti, autre avancée significative et majeure, c'est la finalisation de la politique publique d'égalité femmes-hommes. Nous sommes en train d'élaborer une politique publique
et en matière d'égalité femmes-hommes. Et le document de diagnostic est déjà prêt, les plans nationaux, et cette politique publique sera accompagnée de plans d'action national et aussi de plans d'action au niveau départemental, c'est-à-dire qu'ils vont être expérimentés dans les autres départements. Nous sommes en train maintenant d'initier en Haïti ce qu'on appelle la budgétisation sensible aux genres. Et il y a aussi l'implémentation de programmes visant le renforcement du pouvoir économique des femmes. Et aussi, il y a aussi la mise en place de programmes visant le renforcement des organisations de femmes, notamment les organisations de femmes qui œuvrent en faveur de la participation politique des femmes. Il y a la mise en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 2e plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous sommes actuellement en train d'élaborer un cadre stratégique en faveur de la promotion de la participation politique des femmes. Et il faut noter aussi, autre avancée majeure, c'est que en termes de participation politique des femmes, il y a eu des avancées. Nous comptons actuellement 44% de femmes au sein du gouvernement, et puis l'arsenal institutionnel en faveur de la promotion des droits humains est en train d'être renforcé. La création, par exemple, du ministère chargé des droits de l'homme et de la lutte contre l'extrême pauvreté qui travaille en étroite synergie avec le ministère à la condition féminine. Donc je pense que ce sont autant de mesures qui indiquent que Haïti est sur la bonne voie en matière et de promotion, en matière d'implémentation de l'égalité femmes-hommes. Bien entendu, ces avancées ne vont pas de façon linéaire, mais nous sommes sur la bonne voie. En fait, pour compléter un petit peu, c'est juste pour vous dire qu'on ne prétend pas qu'il n'existe pas effectivement sur le terrain jusqu'à présent des problèmes de violation, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place pour essayer justement de juguler tous ces problèmes-là. Mais on doit vraiment vous dire, on aimerait que vous ayez la garantie et qu'on travaille jour et nuit au niveau du gouvernement pour voir comment avancer avec disons, avancer avec la question de la construction de l'État de droit. Merci. Thank you very much, representatives of the state. I wanted to just indicate I have with me Second Vice President Rosa Maria Ortiz, who you're very familiar with, and is the country rapporteur for Haiti as well and children, and also Rosa Celoria from the Executive Secretariat, who works with the rapporteurship on women. I wanted to make just an initial observation and to ask Commissioner Ortiz and Ms. Celoria for theirs as well. Does the state have statistics which it can share with us, the Commission, about the incidence of reported rapes or sexual offenses and the number of cases which have been investigated and in which the persons who have committed the offenses have been sanctioned? That would be very helpful. You referred to some statistics, and it would be useful for us to have that, to indicate that the Commission highly values the advances in public policy, the move towards legislative change, which better secures the dignity and rights of women and girls. I had an initial, I would have to say almost worry about the observation which was made that there is no epidemic of rape and rape is not used as a weapon to terrorize women. And I wanted to hear more from the state, and I say that in light of the petitioner's observations. And I wondered, from the state's point of view, what is served by that analysis and the kind of documentation which justifies it. And I say that in the context of the petitioner's anxiety about armed actors who are operating, the information the Commission has received on multiple occasions about risks which arise because of unsafe conditions, lack of privacy, absence of lighting, scenarios which create greater vulnerability to sexual violence. And I say that in the context of the entire Americas region,
We receive information from Canada, United States, all the way to the bottom of South America, indicating very similar conditions of vulnerability of women and girls to sexual violation. And I wanted to really have a more detailed discussion about whether the position of the government in signaling that it may not be a weapon of terror, particularly in view of the observations of Haitian women, that this is precisely the experience which many of them have. I'll stop for now and ask Commissioner Ortiz for her observations. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la peticionaria y también a las autoridades del Estado. Como relatora de niñez, también quisiera hacer un énfasis en cuanto a las niñas, las adolescentes, las jóvenes. Y hay un informe de la OIM, Situación en los campamentos e implicaciones para situación de seguridad en Haití, que dice que en el año 2012 hubo un incremento de casos reportados de violencia sexual contra mujeres y niñas. Me preocupa particularmente la situación de los campamentos. He visitado unos campamentos, ustedes también, estoy segura, y realmente las situaciones son insostenibles, ¿verdad? Es imposible pretender hacer una vida ya 3 años en los campamentos. Y el riesgo es permanente y la imposibilidad de hacer una vida normal, de trabajar, de cuidar a los hijos, de tener agua potable, medicamentos, escuela. Y el riesgo de las violaciones, la presencia de grupos armados. He visto y he conversado con adolescentes embarazadas que habían sido violadas y también adolescentes con niños en brazos, producto de violación. Y no me pudieron decir con qué autoridades ellos conversan sobre su situación. Cuando les preguntaba cuáles son los servicios del Estado a los que ustedes tienen acceso, con qué autoridades hablan sobre esta situación, y me decían con la OIM. Entonces me preocupa, no sé, mientras tanto pudo haber cambiado, pero esa ausencia del Estado haitiano en los servicios sociales y también no solo de prevención a los riesgos que señalé, sino también de atención a las víctimas, de servicio de atención a sus heridas físicas y también psicológicas, resultados de estas violaciones. Y me alegro mucho de escuchar cómo Haití se está organizando en términos de políticas y de legislación y de instituciones y de concertaciones, porque es la manera adecuada de actuar. Pero teniendo aquí enfrente nuestro a la peticionaria con problemas concretos, me gustaría escuchar del Estado una respuesta concreta a algunas de las preocupaciones mencionadas por la señora Ros Exantus sobre qué servicios, dónde, con quién en concreto ella y sus compañeros de situación pueden conversar para acceder a los servicios que ustedes están mencionando. Y por último, hacer referencia a la tolerancia social que en general existe no solo en Haití, pero también en Haití en relación a las posibilidades de que se produzcan violaciones a mujeres sin mucha consecuencia. Ya hablamos del rol que ejerce la debilidad del Poder Judicial, porque la impunidad de estos delitos permite la repetición, pero quisiera referirme al cambio en la cultura. Y como ustedes tienen un presidente muy vinculado con la cultura, un primer ministro muy vinculado con la cultura, quisiera saber si en la concertación que mencionaba
la representante del Ministerio de la Mujer, si existe posibilidades de trabajar con el Ministerio de Cultura para que también la cultura trabaje con enfoque de derecho y también tome medidas afirmativas para encarar el tratamiento de la imagen de la mujer, de la joven, de la niña, en todo su sentido de dignidad, a través de la cultura. Porque esas son formas que llegan a las personas, que no pasa casi por el consciente, sino que a lo largo de músicas, de obras de teatro, de programas en la televisión, que resalten la importancia de esa imagen positiva y digna de las mujeres. Paso la palabra a Rosa Celorio. Bonjour, merci beaucoup pour l'information apportée, partagée avec nous. Et j'ai quelques questions pour les pétitionnaires et après pour l'État. Et pour les pétitionnaires, si vous pouvez, ça serait très utile pour nous de recevoir quelques informations ou votre impression et de connexion entre la discrimination contre les femmes et les problèmes de violence sexuelle. Et surtout dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels dans Haïti, et les vulnérations que nous connaissons et qui sont vinculées dans l'enforcement de ces droits dans les pays. Aussi, si vous avez d'informations et aussi des données et des victimes du problème de violence en général, mais aussi les âges des victimes, ça serait très important pour nous. Et aussi, à votre avis, quelles lois et mesures sont nécessaires maintenant pour améliorer la situation de violence contre les femmes et la réponse du système de justice aux problèmes que vous avez décrits aujourd'hui pour nous. Et pour l'État, j'ai deux questions en particulier. Une question, c'est les défis principaux que vous avez comme État pour lutter contre les violences contre les femmes dans les pays et aussi les problèmes de discrimination que nous savons c'est très sérieux dans les pays. Et aussi sur la loi cadre du problème de violence contre les femmes, si cette loi cadre et les lois cadres sur les problèmes de violence contre les femmes, si les lois cadres à eux et de participation de la société civile dans son élaboration et aussi si c'est accompagné de mesures pour garantir son implémentation et l'enforcement futur du projet de loi. Merci beaucoup. Thanks. So I want to offer both the petitioner and the state an opportunity to respond. For the state, I'm also interested in asking earlier about statistics, whether you have any system of determining the numbers of women and girls who have been likely raped or experienced sexual violence. We know that rape is severely underreported, and most countries have had to use data from ministries of health, from organizations that provide services to victims, including information provided to the police. And I wanted to know whether you had a system for that kind of data collection and would be able to share with us any information in that regard as well. Can I ask the petitioner if there's anything she wishes to add in response to what the state has said? J'ai entendu, sauf que parfois des gens ne voulaient pas accepter la réalité en face. C'était tout, mais en ce qui a trait à ma question concernant Rosa Celorio, quand nous visitons les gens victimes de violences, nous demandons à la personne de nous expliquer ce qui se passe. La personne ne nous donne pas vraiment des explications. Moi
personnel. Je me mettais à sa place de lui dire, je suis une fille, ça peut m'arriver aussi. Elle ne pouvait pas me cacher la vérité. Je vais lui aider à résoudre ou à chercher des petites solutions. Je l'explique, avant 72 heures, il faut qu'elle aille à une centre de santé pour faire une consultation. Après, je demandais à mes collègues de les visiter, de les expliquer aussi qu'est-ce qui va lui arriver. Si elle ne voulait pas nous expliquer, parfois elle a peur d'expliquer. Après, elle nous disait que après, les gens vont lui questionner dès notre départ. À maintes reprises, on lui questionnait, on parle. Après, elle nous explique un petit peu, mais pas grand-chose. C'était tout. Thank you very much. Honorable members of the state, can I invite you to respond? Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles et la ministre Auguste pourra compléter au besoin. Pour ce qui concerne les statistiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, j'avais parlé tout à l'heure de l'existence de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes. À l'intérieur, la concertation nationale, bien entendu, fonctionne sous la coordination et la supervision du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui a un droit de regard sur toutes les initiatives nationales en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'intérieur de la concertation nationale, il y a une structure de collecte de traitement et d'information sur les données en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Comment on procède? Il y a une fiche nationale d'enregistrement des cas de violence qui a été élaborée par la concertation nationale. Cette fiche est transmise à la police, par exemple, est transmise aux institutions de santé qui font la prise en charge des femmes victimes de violences. Ces fiches sont remplies et acheminées au ministère à la condition féminine qui, elle, se charge de transmettre ces fiches pour traitement à la structure de collecte des données de la concertation nationale. Une fois ces fiches traitées, nous sommes donc en mesure de produire des statistiques scientifiques et vraies sur la prévalence des violences faites aux femmes et aux filles. Et ces rapports sont produits et publiés de façon régulière. Okay? Cette fiche est aussi transmise aux organisations de femmes qui font la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Je veux dire, il y a une procédure pour la collecte et le traitement des données, des statistiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et cette collecte de données se fait fondamentalement à partir de la fiche nationale d'enregistrement des cas de violence qui a été élaborée par la concertation et validée par l'État haïtien, notamment le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Donc il y a un système de collecte des données en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Par exemple, le tout dernier rapport qui a été produit par la concertation nationale indique qu'il n'y a pas d'épidémie de violence, que le viol n'est pas utilisé comme une arme pour terroriser les populations. Par contre, cette enquête nous a permis de relever que la forme de violence la plus répandue en Haïti, ce sont les violences conjugales. C'est la forme de violence la plus répandue, mais nous ne sommes pas dans une situation où le viol est utilisé pour terroriser les femmes. Et ça, c'est un premier élément de réponse que je peux apporter pour ce qui concerne les statistiques en matière de lutte. En matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Maintenant, est-ce que le tremblement... il est vrai que le tremblement de terre de 2010 a
je veux dire créer les conditions objectives pour accroître la vulnérabilité des femmes et des filles. Le ministère à la condition féminine d'État haïtien a été conscient que de ce fait, de cet aspect, que en cas de catastrophe humanitaire, comme en cas de crise politique par exemple, les violences faites aux femmes peuvent augmenter. Ou disons, les conditions objectives sont créées pour que ces violences augmentent. C'est pourquoi le ministère à la condition féminine, immédiatement après le séisme, a mené une vaste campagne nationale intitulée « Une veillée sous l'autre, une veillée pour l'autre ». Je peux pas traduire en français, mais c'est en créole, une veillée sous l'autre, une veillée pour l'autre, qui consistait premièrement à sensibiliser les populations des campements sur la problématique des violences faites aux femmes et aux filles. On a mené des campagnes de sensibilisation systématiques dans les abris provisoires, dans les camps. Deuxièmement, nous avons formé des brigadiers et brigadières qui étaient au nombre de 700 brigadiers et brigadières et qui étaient formés sur la collecte des données sur les violences faites aux femmes et qui étaient formés sur l'accompagnement et la collecte des données sur les violences faites aux femmes. Nous avons implanté dans les principaux camps des structures sur l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Ça a été une réponse immédiate. Mais maintenant, une fois la phase humanitaire est fermée, donc maintenant, le ministère à la condition féminine, l'État haïtien s'est concentré sur des réponses durables pour prévenir et éliminer les violences faites aux femmes et aux filles, dont l'une des réponses, je peux dire, et la plus importante actuellement, consiste en l'élaboration d'une loi cadre sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes. Pour répondre à la question, est-ce que l'élaboration de ce loi cadre s'est faite suivant un processus participatif? Oui. Toutes les organisations de femmes et les organisations féministes qui ont été consultées dans le cadre de l'élaboration de cette loi. Il y a eu des ateliers qui se sont déroulés en juillet 2011 avec les organisations de femmes du département de l'Ouest. Maintenant, le ministère va initier au mois d'avril prochain les consultations publiques auprès des organisations de femmes et des organisations féministes qui sont dans les autres départements. Et nous sommes en train maintenant d'initier des consultations aussi avec les représentants et représentantes d'autres institutions étatiques. Donc c'est une façon pour vous dire, et les organisations de femmes et les organisations féministes du département de l'Ouest ont produit des remarques et des commentaires, des critiques par rapport aux documents d'avant-projet de loi, et ces critiques et commentaires ont été pris en compte et intégrés dans le document. Maintenant, nous allons continuer avec les consultations publiques dans les autres départements. C'est une façon pour vous dire que l'élaboration de cette loi se fait suivant un processus participatif et inclusif. Pour ce qui concerne... pour ce qui concerne les campagnes de l'image, la montée d'une image dévalorisante et dégradante des femmes, oui, on a constaté depuis quelques années une expansion des messages dégradants et dévalorisants des femmes, notamment à travers la publicité, notamment à travers les chansons populaires. C'est pourquoi le ministère à la condition féminine, dans le cadre de sa mission de promotion et de défense des droits des femmes, a initié des campagnes de sensibilisation en faveur qu'on appelle et respecter comme c'est dignité. Respecte mon corps, c'est ma dignité. Cette campagne a été enclenchée en 2007, a été interrompue. Cette campagne devait s'étendre sur 5 ans. Malheureusement, elle a été interrompue en raison du séisme du 12 janvier. Maintenant, en 2011, on a relancé cette campagne de sensibilisation. Il y a des actions de sensibilisation qui ont été menées dans le cadre du carnaval national qui a été faite en 2011, et je peux vous dire que dans ce carnaval, aucun cas de viol n'a été enregistré. Or, les activités de masse, notamment par exemple comme le carnaval, donnent lieu en général à des violences sexuelles, à la propagation d'images dévalorisantes et dégradantes des femmes. Et justement, la campagne menée par le ministère à la condition féminine a permis de contrer ces phénomènes. Donc, nous n'avons enregistré aucun cas de viol et les groupes musicaux, les bandes à pied n'ont pas véhiculé d'images dégradantes et dévalorisantes des femmes. Dans le cadre du carnaval qui a eu lieu récemment, cette campagne a été aussi initiée et nous n'avons pas relevé
de propagation d'images dévalorisantes et dégradantes des femmes. Maintenant, au-delà de la campagne, il faut aller vers des actions plus pérennes. C'est pourquoi la ministre Mézil entend signer très prochainement un protocole de collaboration avec le ministère de la Culture et le ministère de la Communication pour sanctionner la diffusion de messages dégradants et dévalorisants des femmes, que ce soit à travers les chansons, que ce soit à travers les médias. Do you want to add something? Minister, do you want to add a quick observation? Oui, je voudrais juste compléter pour répondre un petit peu à la présidente, à l'honorable présidente, pour dire par rapport à des actions concrètes et face aux problèmes de violence sexuelle, les réponses à donner. Non seulement il y a des instructions passées et dans le cadre d'une intervention interministérielle, ministère de la Santé, ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, et particulièrement le ministère de l'Éducation, mais concrètement, tous les centres de santé publique dans le pays, et il existe justement un service de prise en charge des cas de violence sexuelle. Et aussi, nous travaillons beaucoup avec la police nationale d'Haïti pour améliorer, par exemple, l'accueil par rapport aux cas de violence sexuelle. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de stratégies à améliorer, comme par exemple, on est en train de voir comment placer quartier par quartier des plateformes intersectorielles pour lutter contre tout ça. On travaille aussi avec le ministère de la Sécurité énergétique pour amener l'électricité dans des zones très reculées, parce qu'on s'est rendu compte que l'absence d'éclairage, effectivement, constitue l'une des causes du phénomène des fois là où il y a des problèmes de viol. Mais je suis parfaitement d'accord, je comprends vos préoccupations et ces préoccupations rejoignent les miennes aussi. Et on lutte beaucoup au sein du gouvernement pour voir comment améliorer et implanter les services sociaux de base dans des coins les plus reculés, parce que l'absence de services sociaux de base, effectivement, dans des coins, on le reconnaît, ça favorise effectivement pas mal de problèmes de violence, et on travaille là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ce vaste programme national d'assistance sociale pour venir en aide aux gens les plus démunis. Mais je dirais aussi à la plaignante qu'on est ouvert, on vous attend en Haïti. Je ne vous connais pas vraiment en Haïti, je ne connais pas votre organisation. On aimerait quand même pouvoir la recevoir, que ce soit au ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, que ce soit à mon bureau. On veut travailler avec tout le monde, on va travailler avec vous, et pour essayer justement de juguler ces problèmes-là. Merci beaucoup. Merci. On behalf of the Commission, I wish to thank the petitioner for coming here and sharing the important information you have, and also with the state. I want to say in closing that violence against women remains a grave problem everywhere in the member states of the OAS. And we also have formed the view that it is also a grave problem in Haiti. Typically, we know that violence is usually systemic. It is usually strongly related to the inequality of women in the society. It is exacerbated by poverty. We do know that for the women who experience it, it is experienced as terror. The Belém do Pará Convention makes it absolutely clear in Article 3 that every woman has the right to be free of violence, both in the public and the private sphere. For women who experience violence, that it is their husband, their boyfriend, someone they know, someone who lives in their community, does not minimize the terror. I encourage an analysis of the predicament and the problem of violence, which closely registers the understanding which has been articulated in the Inter-American human rights system, and continues along the lines which you have expressed in your public policies, but also recognizing the importance of addressing it as a systemic issue, even in the context of family, especially in the context of family and people you know. Thank you, everyone.